Allez, il faut qu'on vous parle, qu'on vous reparle aussi, parce que c'est vrai que c'est pas nouveau, mais ça atteint peut-être un niveau assez incroyable, cette extrême polarisation des investisseurs. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. C'est ça qu'on a déjà évoqué ensemble, mais pas seulement ensemble, ce phénomène de polarisation avec des hausses, notamment aux États-Unis, sur les marchés boursiers, qui se concentrent sur de moins en moins de titres, quelques titres. Est-ce que là, pour le coup, on est arrivé à un niveau, pardon pour le mot, mais paroxystique ? Ouais, je pense que le terme paroxystique est le mot. Alors pour rassurer ceux qui nous suivent, évidemment, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes de la polarisation qui a effectivement déjà été largement décrite. Ce qui est intéressant, c'est de parler de ce qui se passe depuis le début septembre, où on avait atteint le paroxysme de la polarisation, puis on a entamé une correction. Oui, je viens de vous dire, mais c'est plus vrai puisque les valeurs tech baissent. Et justement, la surprise, c'est que dans la hausse, c'était la polarisation. Et dans la correction, et c'est pour ça qu'on en parle, effectivement, dans la baisse, c'est encore et toujours la polarisation. C'est cohérent, moi. Oui, sauf que on avait quand même pas mal de discours fin août qui disaient là ça va quand même beaucoup trop fort du côté de la tech et des pharma aussi, hein, parce qu'il y a la thématique quand même Covid, vaccin. Et on se disait il y a un moment où quand on paye des valeurs 20, 30 fois leur chiffre d'affaires, on va peut-être revenir vers la value, on va peut-être racheter les valeurs décotées. Les valeurs très décotées. Et la surprise, l'enseignement du mois écoulé, il s'achève bientôt le mois de septembre, c'est que en fait rien n'a changé, c'est toujours ultra polarisé. Et chaque fois que Wall Street a l'air de partir un petit peu en vrille, ça ressemble à un sell-off, ça y est, de grosses mains arrivent et elles ramassent à nouveau les GAFAM, plus évidemment les PayPal, les Netflix, les Nvidia, les usual suspects de la stay-at-home economy, bien sûr. Stay-at-home economy. Voilà, et bien sûr Zoom. Donc en gros, c'est 10 valeurs, quoi. Il y a 10 valeurs qui font le marché aujourd'hui aux États-Unis. Alors, à la tech, on en compte, oui, une dizaine, et une dizaine dont la capitalisation est largement supérieure à 150 milliards de dollars. Ça s'étage entre 150 et 2200 milliards pour Apple. Ouais. Et vous avez ensuite, c'est vrai, les pharma, donc toujours la même thématique sanitaire. Et vous avez également les consumer staples, c'est-à-dire en fait les biens de consommation, parce que Nike en est un exemple quand même assez éclairant. Les ventes en ligne, ça marche très très bien en cette période où on va moins dans les centres commerciaux. Donc la conclusion c'est quoi? C'est qu'on est arrivé à un point, on peut difficilement voilà, c'est concentré au maximum, parce qu'après il reste 10 valeurs, on fera quoi? 9, 8, 7, 5? Enfin, on arrive au bout du phénomène. Quand il s'agit de stopper la baisse des indices depuis le 3 septembre, où il y a eu le premier trou d'air, chaque fois qu'il y a une intervention sur les marchés, c'est ciblé sur les 5, les GAFAM. Bon, c'est normal, 5 GAFAM, c'est entre 6 000 et 6 500 milliards de dollars de capitalisation. Quand on stoppe la baisse de ces 5-là, on stoppe la baisse du marché, tout simplement. Les GAFAM, c'est 50% du Nasdaq 100. Voilà, avec 5 titres, vous arrêtez la baisse des 95 autres. Donc, il ne faut pas se gêner. Et c'est exactement ce qui se fait. Et autre phénomène qui est intéressant et qui démontre d'ailleurs que c'est bien comme ça que ça fonctionne et que ça continue de fonctionner, c'est que quand vous avez par exemple un gros sell-off, vous avez le Nasdaq, vous avez 80-85% de valeur en baisse, et puis à la fin de la séance, vous avez plus de volume de titres en hausse. Plus de volume de titres en hausse. C'est-à-dire que le nombre de titres qui ont fini dans le vert est supérieur au nombre de titres qui a échangé qui a fini dans le rouge. Donc vous dites, attendez, je cherche à comprendre. C'est évident. Vous avez 25 millions de titres Apple échangés, oui. Et puis vous avez d'autres valeurs sur lesquelles il n'y a pas d'acheteurs, sur lesquelles les transactions sont complètement au ralenti. Donc vous avez ce phénomène de divergence, mais qui est en fait très très symptomatique de ce qui se passe. C'est-à-dire que les achats d'un seul coup se concentrent sur les GAFAM, puis après ça on étend à Zoom, Nvidia et autres, et à la fin de la séance, avec 10 titres, vous avez plus de
de volume à la hausse qu'à la baisse. Voilà. Donc c'est bien comme ça que ça fonctionne et que ça continuera peut-être encore de fonctionner, je ne sais pas, jusqu'aux élections américaines. Je ne vois pas pour l'instant de signe qu'on va se tourner d'un seul coup vers les valeurs bancaires, qui ont atteint d'ailleurs... Justement, ce jeu de massacre, est-ce que ce n'est pas le reflet inversé? Justement, on a à la fois quelques valeurs qui font le marché et d'autres aussi sur lesquelles il y a une espèce de polarisation négative aussi, quelque part, qui sont massacrés. On a les bancaires, on a les foncières. Quand on voit une e-bike qui perd, je sais pas, 70%, même pas 5 milliards d'euros de cotation en bourse, on se dit qu'il y aurait dû y avoir une espèce de rotation, comme on dit à chaque fois, quand la tech baisse, et ben, il y a des valeurs qui ont été décotées, qui sont décotées, qui peuvent prendre le relais. On ne le voit pas là. Ça va trop loin aussi sur ces valeurs massacrées. Alors, on atteint des niveaux de valorisation qui commencent à devenir assez surprenantes. Vous prenez même la Société Générale qui est passée sous les 10 milliards de capitalisation. La BNP est à 37 milliards, on l'a vu à plus de 100 milliards il n'y a pas très longtemps et c'était normal pour BNP dont la conservation représente, je pense, 1,5 fois le PIB de la France. Enfin, c'est quand même fantastique. BNP, c'est 37 milliards, la Société Générale, maintenant, c'est à peine 10 milliards. Et vous avez la fintech néerlandaise Adyen, spécialiste des solutions de paiement. Alors c'est vrai que ils sont vraiment dans le cœur de ce qu'il faut. Hein. Ils aident justement à régler les achats chez Amazon, Netflix, Uber, Airbnb, etc. Donc oui, ils sont très pertinents. Mais Adyen, c'est 1350 ou 1500 salariés selon les sites d'information. La Société Générale, c'est 150 000 salariés. La BNP, c'est 200 000 salariés. Société Générale plus BNP, ça fait 47 milliards de capitalisation cumulée. Adyen, avec ses 1350 ou 1500 salariés, ça fait 48 milliards de capitalisation, avec un chiffre d'affaires qui est 1% de celui de BNP plus Société Générale. Enfin, on est effectivement dans la polarisation, et comme c'est vrai, enfin, c'est tout à fait exact, à la baisse. On a vu la semaine du 22 au 25 septembre, on a vu un véritable jeu de massacre à nouveau sur les bancaires, les foncières, les parapétrolières. Et sur les foncières, on finit là-dessus, sur les foncières, là pareil, ça va trop loin? Sur les foncières... En même temps, on se dit oui, mais est-ce que les gens vont continuer à consommer? Est-ce qu'ils vont aller dans les centres commerciaux? Est-ce qu'il y a des vraies questions derrière aussi? Derrière les foncières, il y a une vraie question de fond qui est les modifications des habitudes des entreprises. Est-ce qu'elles vont effectivement réduire et pendant longtemps les surfaces, les plateaux qu'elles ont dans des tours? Puisque les consommateurs vont suivre aussi, hein, c'est ça. Hein. Oui, bien sûr. Donc là, il y a des mais c'est pas excessif ou pas sur des valeurs? Je pense à Unibail, Klépierre. Peut-être que du point de vue d'un investisseur chinois ou autre, acheter le top de la valeur en termes d'immobilier de bureaux au travers Klépierre ou le top des centres commerciaux qui fonctionnent le mieux au travers d'Unibail, peut-être qu'on se dit que sur le moyen terme, c'est peut-être un pari à tenter. Mais pour l'instant, et avant les élections américaines, personne ne veut prendre de risques. Donc, qu'est-ce qu'on achète? On achète de la visibilité. Donc, on achète Apple, Amazon, etc. Et je vais juste rajouter un tout petit truc sur Apple, parce que c'est aussi éclairant dans le phénomène de polarisation. C'est que Apple a encore annoncé, là, au troisième trimestre 2020, 17 milliards et demi de rachats de titres. Autrement dit, Apple continue de raréfier le nombre de titres en circulation. Apple, c'est 14 des 16 plus gros rachats de titres mensuels depuis l'an 2000. Donc, la raréfaction du papier fait également que ceux qui détiennent ou qui veulent reproduire la performance de l'indice sont obligés d'aller sur Apple sur lequel il y a moins de titres. Donc, l'effet d'entonnoir participe également à cette polarisation, ou en tout cas à amplifier les effets de la polarisation. Et il n'y a pas qu'Apple, il y en a d'autres. Beaucoup de pharma aujourd'hui qui rachètent énormément de titres également. Voilà, donc il y a cette polarisation et il y a aussi cette raréfaction qui continue, notamment au travers d'Apple. Voilà, on voulait vous en parler, donc cette polarisation extrême des investisseurs sur les marchés, notamment boursiers américains. On peut dire que c'est surtout américain d'ailleurs, non?
Disons que le CAC 40, pendant un moment, quand vous aviez Kering, les LVMH et Hermès, et Pernod et L'Oréal à la hausse, là aussi, c'était nos Big Five. Les luxes. Ça suffisait largement à orienter totalement le CAC 40. Je pense que ça reste encore un petit peu le cas aujourd'hui. Quoique les clients chinois étant un petit peu rares partout, c'est moins flagrant. Mais là, le CAC 40 a été effectivement très polarisé jusqu'au début de l'année 2020. Bon voilà, merci en tout cas. Point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Bye.